Comment a-t-il construit le groupe Zéphyr? Quelle est sa vision du secteur du domicile? Quelles sont ses attentes en termes d'innovation? Quels échecs a-t-il subis? Mais aussi, quelles réussites a-t-il rencontrées? Quels sont ses conseils pour les entrepreneurs et les porteurs de projets sur la Silver Economy? C'est ce que nous allons apprendre et comprendre avec notre invité de ce soir. Le concept de l'émission, c'est comme les grands entretiens, c'est échanger et comprendre avec objectivité et puis bienveillance la vision, l'opinion, l'idée d'un invité de façon à comprendre et à faire avancer les idées. La soirée va se dérouler en 2 temps. Premier étant un échange en face à face avec notre invité et ensuite on passera aux questions et ses réponses. Pour poser vos questions, rien de plus simple. La première façon de faire, c'est d'écrire votre question dans les commentaires sous la vidéo YouTube sur ma chaîne YouTube, la vidéo que vous êtes en train de regarder. Et la deuxième solution, c'est d'écrire votre question sous forme d'un tweet en me taguant @FredSeria de façon à ce qu'on puisse bien sûr identifier votre question. Enfin, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me fera plaisir, et puis à cliquer sur la cloche des notifications pour recevoir automatiquement les nouvelles diffusions d'émissions que nous vous proposerons dans les prochaines semaines. Alors, qui est notre invité ce soir? Notre invité, c'est Nicolas Urtiger, ou Urtiger, qui est cofondateur du groupe Zéphyr, connu également, vous connaissez souvent la marque Senior Company. Bonsoir Nicolas. Bonsoir, bonsoir, merci à toutes et à tous. Alors, première question, comment vas-tu ce soir? Ça va, ben, ça pourrait aller mieux, mais ça pourrait aller pire. Bon, Le début de troisième, la saison 3 du confinement se déroule plus facilement, je dirais, que le premier ou le deuxième, mais il y a quand même un phénomène de lassitude et d'usure, évidemment. J'espère que ce sera la der des der et que c'est le dernier coup de rein avant enfin les beaux jours et la réouverture des commerces et le retour à une vie un peu plus normale. alors, si on rentre directement dans le sujet, peut-être peux-tu te présenter dans ton parcours, si tu le souhaites, et puis présenter le groupe Zéphyr. Oui, avec plaisir. J'ai d'abord créé effectivement Senior Company, l'enseigne phare du groupe Zéphyr, il y a 14 ans, en 2007, avec la volonté de développer une offre qualitative, mais qui réponde à un enjeu d'utilité sociale. Du départ, on s'est défini comme une entreprise privée, mais qui sert une mission d'intérêt général. Et on a ciblé la problématique de l'isolement social des publics dépendants comme étant peu ou mal adressés. Donc, on a conçu l'offre de Senior Company autour de ça, plus qu'une aide, une compagnie. On a ensuite essaimé d'abord en franchise, avant de se développer en franchise et en propre. Donc, on a à la fois des franchisés et des intégrés. Et quand mon associé et épouse m'a rejoint il y a 7 ans, ensemble, on a cofondé Groupe Zéphyr dans le but de diversifier l'offre de Senior Company pour vraiment se positionner sur le parcours de soins et apporter aux personnes aidées à domicile une offre un peu plus complète, un peu plus globale, en s'inspirant de tout ce qui pouvait être fait autour du care manager. Et donc, c'est comme ça qu'on a développé 3 autres métiers au sein du groupe Zéphyr. Le PSAD, la prestation de santé à domicile, sous l'enseigne SynergyMed. Donc, c'est de la perfusion, de la nutrition, de l'insulinothérapie à domicile. Le transport TPMR, avec des véhicules adaptés et une convention CEPAM sous l'enseigne Ibelia. On travaille notamment beaucoup avec les centres d'accueil de jour, on véhicule des publics atteints de troubles neurodégénératifs. Et puis enfin, une offre de services de confort à domicile sous la marque Freedom, du ménage, du repassage, du jardinage, etc. Et donc, on poursuit notre développement aujourd'hui sur vraiment cet objectif d'apporter une offre décloisonnée entre le sanitaire et le social et la plus complète possible à domicile. Actuellement, en 2021, l'ensemble du groupe, c'est combien de franchisés? Alors, en termes de chiffres, on a aujourd'hui 160 implantations sur les 4 enseignes du groupe Zéphyr pour quasiment 4000 collaborateurs entre les agences intégrées et franchisées. Voilà, on se développe bien. On a de belles perspectives de développement. On poursuit vraiment notre croissance. Et quelque part, la crise sanitaire et économique qu'on vit depuis un an nous a peut-être
freiné sur certains projets de développement, mais a permis au contraire d'accélérer d'autres sujets. Enfin, je pense notamment à tout ce qui a trait au digital. Qu'est-ce qui explique que plusieurs se sont lancés en même temps que toi, ou même avant toi? Et qu'est-ce qui explique que tu es devenu un des plus gros sur le secteur et que les autres ne sont pas forcément devenus aussi gros? Qu'est-ce qui explique la réussite quelque part? Alors, un des plus gros, tout est relatif, hein, puisque on reste des nains hein, comparé à la taille du marché. Les services à la personne, c'est un marché de 26 milliards aujourd'hui, et Groupe Zéphyr dans son ensemble, on a fait 60 millions l'an dernier. Donc, on reste petit, hein, mais effectivement sur un secteur hyper atomisé. Enfin, tous nos métiers d'ailleurs relèvent de secteurs assez atomisés. À 60 millions, on commence à devenir significatif. Mais j'espère qu'on verra un jour émerger sur ce secteur des opérateurs de taille plus significative et avec encore plus de capacité à structurer le secteur, à professionnaliser, à valoriser les métiers. Alors, pour répondre à ta question, comment se fait-il que par rapport à d'autres, on se soit mieux développé, parce que effectivement, on est petit, mais on est peut-être moins petit que d'autres. Il y a plusieurs raisons. Alors, on a fait des erreurs comme tous, et on a essayé d'apprendre de nos erreurs. De toute façon, on ne réussit pas sans échec. Hein. Moi, il y a cette citation de Churchill que j'aime beaucoup et qui est placardée dans plein d'incubateurs et de pépinières et qui dit que tout le monde connaît le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans jamais perdre son enthousiasme. Donc c'est un petit peu ça. Mais si je peux me permettre de parler de facteurs clés de succès, il y a plusieurs facteurs. Il y a une question quand même de time to market, puisque tout le monde ne s'est pas lancé en 2007 comme nous. Certains se sont lancés peut-être un peu plus tôt et ont dû faire un travail d'évangélisation du secteur peut-être un peu plus lourd. Se sont cramés un peu plus tôt. D'autres se sont lancés plus tard et après 2010, c'était peut-être un petit peu trop tard, ou alors l'effort pour les nouveaux entrants était plus élevé. Donc, le time to market a été crucial. Après, il y a des enjeux d'équipe et de gouvernance. Nous, on a la force d'être un groupe familial. On a su garder le management control avec mon associé et épouse. Et ça, ça change pas mal de choses en termes de capacité de décision, d'arbitrage. On est sur un projet vraiment au long cours et on n'est pas contraint par des horizons à 5 ans ou à 7 ans. On peut se lancer dans des projets à 20, 30, 40 ans, on est encore jeune. Donc, ça change pas mal de choses. Enfin, à plusieurs reprises, on a fait des choix d'investissement au détriment de la rentabilité, mais parce que on était persuadé que c'était des bons paris sur le long terme. Et globalement, la plupart du temps, on a plutôt été récompensé de nos efforts. Donc ça, c'est le deuxième point clé. Et puis par ailleurs, on est des entrepreneurs. Donc, non seulement on a une gouvernance familiale, mais enfin, on raisonne en tant qu'entrepreneur. C'est notre patrimoine, c'est notre trésorerie, c'est nos fonds. Donc, on essaye de préserver une certaine agilité et vitesse d'exécution, mais forcément, on joue avec nos tripes. Donc, on s'amuse pas avec le pognon des autres, ce qui est quand même un peu différent. Et on a une majorité du réseau qui est composée de franchisés qui eux-mêmes sont des entrepreneurs et qui eux aussi, à leur échelle, localement, jouent avec leur trip. Donc ça crée une dynamique et une animation collective enfin, qui est plutôt vertueuse. Enfin, on essaie en tout cas de faire en sorte qu'elle soit la plus vertueuse possible. Et puis je dirais que le dernier point, c'est qu'on a bon alors mes contradicteurs seront pas tous d'accord avec moi forcément, mais moi je considère qu'on a su préserver nos valeurs, notre ADN du départ, et donc on est resté fidèle à nous-mêmes
et donc, ça c'est important. C'est-à-dire que d'un côté, on ajuste, on fine-tune, on fait du test and learn, on se plante, on tombe, on se relève, on essaie d'apprendre et on corrige le tir. Mais en revanche, les fondamentaux, les valeurs, on ne s'en départit pas et on reste fidèle à notre ADN. Quand tu as commencé, parce que moi je t'avais croisé il y a quelques années, ou l'année où tu avais commencé, est-ce que tu avais déjà cette vision de ce que tu serais, peut-être pas exactement en 2021, mais est-ce que tu avais déjà une vision d'avoir un réseau national? Ça faisait. Alors, le parcours entrepreneurial, il est jamais linéaire. Et quand on fait un business plan, on essaie de faire un business plan linéaire. Donc, ça se déroule jamais comme prévu. Il y a un adage que les militaires connaissent bien, hein, c'est que la première victime de la bataille, c'est le plan de bataille. Donc, on a toujours un plan de route, mais qui se réalise jamais comme prévu. Maintenant, j'avais dès le départ des visées nationales. Donc, dès le départ, je me suis organisé avec la toute première unité, je parle pour Senior Company que j'ai créée il y a 14 ans. La toute première unité, je l'ai pensée, conçue, organisée comme un pilote. D'accord. Et donc, T'avais du départ, une vision, ouais. bien sûr, du départ, je me suis organisé pour processer en me disant tout ce que tu fais là, ça a vocation à être répliqué. Et je me suis volontairement libéré du temps pour travailler mes process, les documenter, les rédiger, commencer à préparer l'écriture d'un manuel opératoire. Et autant j'étais sûr de mes chances de réussite et je pense qu'il faut l'être un petit peu parce que sinon on se lance jamais. Hein, on est en France, donc on a mille et une raisons de ne jamais créer sa société. Donc j'étais convaincu que j'allais y arriver. En revanche, j'avais quand même l'humilité de me dire tu as 23 ans, tu n'as jamais rien fait de ta vie, tu connais rien à rien. Donc les connaissances et les expériences, les expertises que tu n'as pas, va les chercher chez des personnes compétentes. Et donc, dès le départ, j'ai été mobilisé des experts en ressources humaines, des experts en neurologie, en sociologie. Ma toute première recrue, c'était une ancienne responsable d'un CCAS Oui. qui m'a apporté évidemment son expérience. Donc, et dès le départ, je me disais, voilà, il faut qu'il y ait une quote-part de mon temps qui soit allouée à la préparation du développement du réseau. D'accord. Donc, je traduirais ça par avoir une vision, une assurance et une humilité par rapport à tes capacités à l'époque. Oui, finalement, c'est bien résumé. Il y a Bernard Pérez qui dit: Je confirme, on travaille avec nos tripes. C'est un franchisé Senior Company. Ah oui, oui. Ah bah. Voilà. Merci Bernard. Voilà. Alors maintenant, Bernard m'a perturbé dans mes logiques. Dans 5 à 6 Il est ans, souvent perturbant, Bernard. ah bah voilà, il m'a perturbé. Mais c'est Dans toujours 5, bienveillant. dans 5 à 10 ans, Senior et compagnie, enfin, le groupe Zephyr, ou Senior et compagnie, c'est quoi dans 5 à 10 ans? Ou 10 ans, en 2030? Alors, l'objectif, enfin, l'un des objectifs à 10 ans, c'est vraiment d'apporter une innovation qualitative sur notre secteur. C'est-à-dire que je ne vais pas te donner, Frédéric, des objectifs financiers. Parce que pour moi, les objectifs chiffrés, financiers, économiques, ils découlent un petit peu. Moi, ce que je veux, c'est vraiment, dans 10 ans, avoir une offre globale, intégrée de la prise en charge à domicile, avec le care manager, avec le plateau call center avec régulation médicale, le parcours digitalisé aussi. On est propriétaire de notre logiciel métier et on travaille avec tout un tas d'opérateurs pour essayer de le rendre le plus interopérable possible. Donc, moi, l'idée, c'est demain, plus aucune rupture dans les parcours de soins et Senior Compagnie et toutes ses enseignes sœurs, le groupe Zephyr, qui se positionne comme le super coordonnateur qui améliore la liaison hôpital-ville-domicile, qui renforce la chirurgie ambulatoire, qui décloisonne les SAD, les SIAD. C'est vraiment ça l'objectif. Et c'est en ça que la crise sert d'opportunité. C'est que, c'est triste à dire, mais elle met en lumière
toutes les tares, les dysfonctionnements de notre système de santé, qui n'est pas non plus si défaillant ni mauvais que ça, hein, mais qui quand même a fait preuve de certaines défaillances depuis un an, et notamment en ce qui concerne vraiment la coordination. Je pense que le premier rôle qu'on a à jouer, nous, c'est vraiment de renforcer la coordination, et nos aides à domicile ont ce rôle. Moi, j'aime bien parler de rôle de sentinelle. C'est que comme c'est le contact souvent le plus fréquent et le plus régulier avec des publics en perte d'autonomie ou des publics qui ont besoin de prise en charge, elles ont un rôle de sentinelle qu'on doit renforcer et valoriser. Et la vision, c'est que demain, les auxiliaires de vie seront habilités via des outils de monitoring relativement faciles et simples d'utilisation à procéder à des relevés de données de santé chez les publics pris en charge et à les transmettre à un plateau, un call center avec des médecins, des experts qui traiteraient la data, qui pourraient l'analyser et déclencher éventuellement des plans d'action adaptés, individualisés. Donc, c'est vraiment la vision, et ces nouvelles tâches qu'on pourrait conférer aux aides à domicile, aux assistantes de vie, permettrait aussi, dans une logique un peu redistributive salariale, d'augmenter leur niveau de salaire et pouvoir mieux valoriser les métiers. Dans cette logique, il y aurait par exemple aussi la détection de la dénutrition, détection d'aménagement du domicile qui pourrait être attribuée aux auxiliaires de vie. Tout à fait, tout à fait. Avec un ensemble en fait de capteurs et d'outils à disposition de relevés de mesures, ce serait tout à fait possible. Enfin, il y a plein de technos vraiment géniales que n'importe qui, que tout un chacun peut s'approprier. Donc, pourquoi pas les auxiliaires de vie, oui, tout à fait. Si je te dis qu'il n'y aura pas de loi de grand âge, ce dont je suis assez convaincu, désolé pour beaucoup de monde, j'espère avoir tort. Comment est-ce que tu vois l'avenir de ton secteur et des acteurs du secteur sans loi du grand âge, en fait sans aide supplémentaire? J'ai vu, Frédéric, effectivement, que tu avais publié quelques posts sur les réseaux sociaux, que tu avais même débattu avec certains confrères ou certains contradicteurs. Malheureusement, je suis d'un naturel très optimiste en général, mais je pense qu'il faut être réaliste. Il n'y aura pas de loi grand âge avant les prochaines présidentielles. Enfin, j'y crois pas, je peux me tromper, mais j'y crois pas une seule seconde. En revanche, bon, d'une part, la loi grand âge était attendue comme le Graal par certains acteurs du secteur. Or, bon, ça pouvait être à double tranchant. En revanche, ce pourquoi le groupe Zéphyr milite, et puis ce pourquoi je milite aussi en tant que vice-président du CINERPA à domicile, c'est de mettre en œuvre un ensemble, et sans tarder, de mettre en œuvre un ensemble de mesures qui peuvent être validées par décret, de revalorisation tarifaire dans le secteur et de revalorisation salariale un petit peu sur le schéma de ce qui a pu se faire dans le cadre du Ségur de la santé. Un niveau plancher national APA PCH, ça, ce serait un game changer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a encore des départements avec des PCH à 17,77 de l'heure. C'est compliqué de faire de la qualité, de rémunérer les temps de cours d'eau, les temps de réunion, les temps d'échange, les groupes de parole, et de rémunérer correctement les aides à domicile à ce niveau de taux horaire. Donc, un taux horaire national plancher, avec en plus derrière la possibilité pour les départements, dans le cadre de CEPOM ou pas, de procéder à des revalorisations tarifaires horaires en fonction des typologies de publics pris en charge, des amplitudes horaires, etc. Très bien, mais déjà, on s'accorde sur un taux référence à pas PCH qui permet vraiment de changer le modèle économique et qui donne les moyens au SAD de mieux rémunérer les aides à domicile. Et là-dessus, toutes les fédérations du secteur sont d'accord. Le CINERPA, la FEDESAP, la FESP, les fédérations ADMR, ADEDA, UNA aussi, on est tous d'accord. Aujourd'hui, les modèles
économiques tels qu'ils sont conçus par les pouvoirs publics des services de domicile sont trop précaires et puis surtout en inadéquation totale avec les enjeux du secteur. Les pouvoirs publics ont su mettre en œuvre des modèles très attractifs pour les EHPAD. Pourquoi est-ce que ça ne se ferait pas pour les SAD qui représentent un petit peu l'avenir? Il y a une vingtaine d'années, quand j'avais rencontré Fabrice Provin qui avait créé l'Azure Service, il y a même plus que 20 ans, en fait, on avait échangé un soir et on se disait, pour que les services gagnent plus, qu'il y ait une plus forte marge, les services devront vendre des produits, des services en plus de leur métier de base, en fait, sortir un peu de leur métier. Ça rejoint un petit peu la discussion juste avant, en fait. Mais je voulais avoir ton avis jusqu'où ça peut le faire. Et donc, quand je me souviens, quand il l'avait proposé, ça se séparait en deux. Non, 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 on ne peut pas faire ça, parce déjà, on ne peut pas. Il y a une partie, on ne pouvait pas. Puis une partie, non, non, on ne peut pas, ce n'est pas notre métier, nos sciences de vie ne sont pas ne sont pas des vendeuses, etc. Et puis là, on a vu apparaître la téléassistance revendue quand même par les services de domicile. Est-ce que tu crois, par exemple, que vous allez sortir de votre métier? Bon, tu as donné déjà des exemples, en fait, mais est-ce que c'est une obligation de sortir de votre métier pour rentabiliser la base, le métier central? Certains commencent à se poser la question, je pense. Oui, non, mais c'est un bon débat. J'ai jamais connu personnellement Fabrice Provin, mais je suis assez admiratif de son parcours. Hein. Ah oui, oui, N'importe. Entre parenthèses, Fabrice Provin, il avait créé l'âge de 22 ans la première agence. Les privés, vous pouvez lui dire merci. Hein. Et puis, il a reçu au bout de 15 jours, il explique bien, il a reçu un recommandé des taxis. Vous n'avez pas le droit, vous, agence, de conduire une grand-mère dans votre voiture, serrée dans votre taxi. Il est allé en cassation contre les taxis pour gagner contre les taxis. Merci à Fabrice, entre parenthèses. Oui, non, mais merci Fabrice. La question est pertinente. Alors après, il y a une limite évidente, c'est l'éthique et la déontologie. Effectivement, on ne veut pas que nos aides à domicile deviennent des marchands de foire à vendre tout et n'importe quoi sans aucune limite ni restriction. Donc, d'autant plus que on a affaire à des publics fragiles, même si on n'a pas affaire à des publics fragiles. Nous, on a une activité Freedom, où on intervient aussi auprès d'actifs. Je n'ai pas envie que demain, nos femmes de ménage se mettent à refourguer de tout et n'importe quoi. Donc, il faut poser un cadre et des limites. Néanmoins, il y a effectivement un ensemble de bouquets de services et de produits. Tu donnais l'exemple de la téléassistance, qui sont parfaitement complémentaires avec le cadre de nos interventions à domicile. Donc, oui, quand on va sur de l'ergothérapie, de la téléassistance, de l'aménagement de domicile, du matériel médical, là-dessus, on a un cadre réglementaire aujourd'hui qui est assez restrictif. Alors, il y a des expérimentations ci et là qui se mettent en œuvre. Il y a des exemples comme l'article 51, mais c'est des cadres expérimentaux qui sont un peu limités. Moi, je fais partie de ceux. Alors, je pense qu'il ne faut pas dire non dans l'absolu. Les aides à domicile ne feront jamais plus que ce qu'elles font actuellement. Moi, je fais partie de ceux qui disent oui, mais oui, il faut élargir le champ d'intervention et le champ de compétences des auxiliaires de vie. Pas que dans l'objectif de mieux les rémunérer. Il faut élargir leur cadre de compétences et d'intervention aussi dans le but d'améliorer la prise en charge, d'avoir un impact positif en termes de qualité de service, fluidification, coordo. Comme je disais précédemment, c'est pour une raison logique. Le tiers de vie va se rendre tous les jours au domicile d'une personne dépendante, alors que l'infirmière un jour sur deux, et puis le médecin une fois par mois. Donc, le contact le plus fréquent, le plus récurrent avec la personne prise en charge, c'est l'auxiliaire de vie et personne d'autre. Donc, ce serait plus logique qu'elle soit formée à détecter certaines problématiques et qu'on les fasse monter en compétences. Mais après, je pense qu'avant d'en arriver là, il faut revaloriser les tarifs dans le secteur pour pouvoir mieux payer les aides à domicile. L'urgence première, elle est là.
et après, on élargit un petit peu le socle de compétences avec les formations qui vont bien, avec le cadre qui va bien, évidemment. Mais dire non parce que en 50 ans, on n'a jamais fait comme ça, enfin, je veux dire, on ne va pas être contre l'innovation ni le progrès. Ça n'aurait pas de sens. Mais dire oui, mais il faut mettre un cadre et limite, ça, évidemment, on va quand même faire attention à ce qu'on fait. Parce qu'avec Fabrice, on avait imaginé à l'époque qu'il y ait par exemple, on pourrait remettre dans le contexte, un catalogue, une association entre Damar et Senior Compagnie, par exemple, avec un catalogue qui soit co-brandé. Les auxiliaires de vie déposent le catalogue auprès de la personne âgée. Et quand la famille ou la personne âgée commande quelque chose de chez Damar, avec un bon de commande qui est tracé, en fait, et une redistribution à Senior et compagnie sur tout ce qui est commandé, par exemple. Ça, c'est des choses qui vont trop loin dans ton imaginaire ou c'est acceptable? Euh, pour moi, ça va pas trop loin. Ce qui va trop loin, c'est tout ce qui est pratique de vente forcée, malveillante et abusive. Tant qu'on respecte le libre arbitre de la personne et de sa famille, pour moi, on présente une information. Voilà, faut pas le faire de façon trop agressive, trop pushy. Faut pas. Il y a eu des cas aussi, quand même. Tu parlais de la téléassistance, mais il y a eu des cas par le passé de commerciaux de la téléassistance qui faisaient n'importe quoi, qui se faisaient passer pour EDF, qui faisaient croire aux prospects que l'achat était obligatoire. Donc voilà, on veut surtout pas tomber là-dedans. Mais là, peut-être ce que tu me décris, moi, me semble raisonnable. Tout à l'heure, tu as parlé de care manager. Care manager, c'est un mot qui devient à la mode, un métier, enfin un nom à la mode. Le care manager, toi, tu le vois intégré dans tes métiers, en fait, ou le care manager, il est vu par certains, au contraire, au-dessus de la mêlée. Alors, Cuba, le care manager organise de manière indépendante des services à domicile le logement, les personnes âgées, enfin l'ensemble des personnes âgées en aide de la famille. Et toi, tu le vois plutôt comme un métier intégré à Senior Compagnie, par exemple. Oui, parce que le côté au-dessus de la mêlée, d'accord, mais au final, c'est à un moment donné, il va peut-être y avoir certains acteurs de la chaîne qui vont être plus présents et plus mobilisés, mais au final, c'est encore une fois, je me répète un petit peu, mais c'est le SAD qui a le contact qui est le plus légitime, qui a le contact le plus fréquent, le plus récurrent. Donc, il y a peut-être qu'au moment de la sortie d'HOSPI, oui, il y a un rôle important à jouer de cadrage avec l'établissement, prise d'infos médicales, données patients, etc. Au moment de la mise en place de l'intervention à domicile, bon, il faut qu'on liste l'ensemble des acteurs de l'entourage familial et médico-social. Mais après, le follow-up et le suivi, au final, c'est le SAD qui le fait. Donc, pour moi, le care manager, il doit clairement être intégré au SAD. Si on change de sujet, le recrutement des franchisés, quel profil tu recherches et comment tu les trouves? Et puis, est-ce qu'il y a un profil bien défini ou plusieurs de profils du franchisé idéal pour Senior Compagnie? Alors, sur nos 4 enseignes, 3 sont développées en franchise. Senior Company, Synergy Med et Freedom. Il n'y a que Libelia qu'on n'ouvre pas encore à la franchise. Pour Synergy Med, c'est assez simple, on cherche des profils infirmiers. C'est une activité un peu particulière et qui exige vraiment de la compétence infirmier. Pour Senior Company et Freedom, et notamment Senior Company, qu'on développe beaucoup et notamment depuis 1 an. Il n'y a pas de critères d'âge, il n'y a pas de critères de diplôme. Si les diplômes sont insuffisants, on peut mettre en place de la VAE et des actions de formation.
En revanche, ce qu'on cherche, c'est des entrepreneurs sociaux. Donc, c'est pas évident à évaluer et à mesurer. Hein. Ce serait beaucoup plus simple si on se contentait de dire il faut tel diplôme, telle expérience professionnelle. Ce serait beaucoup plus facile. Donc, avec nos développeurs réseau, avec nos équipes, au travers d'immersion en agence aussi, avec des feedbacks de franchises installées, on essaie d'évaluer l'adéquation avec nos valeurs. Est-ce que les motivations du candidat sont saines? Est-ce que la personne nous rejoint pour les bonnes raisons? Est-ce qu'il n'y a pas un côté trop cash-driven, trop opportuniste? La silver echo, j'ai vu de la lumière. Donc, non, il faut qu'il y ait vraiment la vocation sociale. On va s'attacher à regarder si les profils ont fait du bénévolat ou se sont investis dans des actions communautaires ou caritatives. C'est surtout ça qui va nous apporter plus qu'autre chose. Les skills, quelque part, aujourd'hui, on a un dispositif de formation et d'intégration qui a suffisamment fait ses preuves. Et donc, on est capable de faire monter en compétences à partir du moment où les profils de franchisés sont pas idiots et capables d'apprendre. On est capable de leur apprendre à faire du commercial, on est capable de leur apprendre à manager, on est capable de leur apprendre à communiquer. Donc tout ça, c'est des éléments qu'on peut apprendre. On a une courbe d'apprentissage et de montée en compétences qu'on maîtrise aussi un petit peu. Et puis par ailleurs, assez vite, les franchisés s'entourent avec un adjoint, un bras droit, un encadrant au bureau. Donc on les accompagne sur le choix d'un profil qui va être complémentaire. En revanche, les motivations et les valeurs, ça, si on les a pas, nous, on peut pas les inculquer. Est-ce qu'il y a une taille de ville minimum pour ouvrir une franchise, par exemple Senior Company? Plus maintenant. Plus maintenant. Il y a 10 ans, moi, je me fixais une limite. Il y a 10 ans, j'allais que sur les zones urbanisées. Aujourd'hui, on est capable d'ouvrir partout, que ce soit dans l'urbain, dans le rural. Le rural, qui était un peu dévolu au secteur associatif, c'est privatisé. Quand on va dans le rural, il y a des analyses de marché local un peu plus fines à réaliser, et notamment en termes de benchmark concurrentiel et de relations avec les institutionnels locaux. Même si ce n'est pas contractuel, on est un petit peu plus dans une logique partenariat public-privé quand on va en zone rurale. Mais aujourd'hui, on est capable d'ouvrir vraiment n'importe où. Là, on va bientôt ouvrir une agence dans un village qui s'appelle Saint-Léonard du Noblat. Je pense que peu de personnes savent où c'est. C'est à 3/4 d'heure de Limoges. On a une agence qui a ouvert l'an dernier et qui a très bien démarré à Dozulé, dans la Normandie, alors à une demi-heure de Deauville, ça parle un petit peu plus. Et donc, on ouvre aujourd'hui, on ouvre dans des villes. Alors, pour le coup, tu parlais de vision. Je t'avouerais, Frédéric, il y a 10 ans, je n'avais pas la vision qu'un jour on ouvrirait sur. Il y a 10 ans, je m'étais dit, bon, Senior Company, 150 à 200 points de vente sur les 200 plus grandes villes de France. Aujourd'hui, c'est plutôt 500 points de vente avec alors des zones de chalandise pour le rural évidemment plus étendues, mais en tout cas des perspectives de développement que je n'imaginais pas auparavant. Autre sujet que j'aurais voulu aborder avec toi, quelles innovations de services, en produits, tu recherches, ou vous allez commencer à étudier ou vous étudier pour vous développer dans les prochaines années? C'est peut-être dans le numérique, c'est peut-être dans les logiciels, je ne sais pas. Oui. Alors, à court terme, il y a plusieurs innovations servicielles qu'on est en train de mettre en œuvre. Les services en tant que tels ne sont pas forcément novateurs. C'est le fait qu'on les commercialise qui est pour nous nouveau.
Nous, en général, quand on innove, on fonctionne toujours par pilote. Hein, donc, on démarre avec une ou deux unités, puis 5 à 10, et puis ensuite on déploie sur l'ensemble du réseau. Là, typiquement, cette année, on lance notre service de portage de repas. On lance bientôt notre service de téléassistance. Donc, ce sont des services qui sont connus depuis des années, mais qu'on ne commercialisait pas jusqu'à présent. Après, à moyen terme, effectivement, on va aller vers des innovations plus digitales, plus numériques. On regarde. Alors, on a notre soft métier, notre logiciel métier qui va être très innovant dans le sens où il va apporter des gains de productivité aux agences et aux encadrants et aux équipes sièges et support, parce que dans un métier où on gère de l'humain avec de l'humain, l'optimisation de la gestion des plannings, elle est clé. Donc, on est en train de travailler sur des algorithmes et des outils assez smart et intelligents qui vont faciliter la gestion de planning pour les agences et qui vont leur permettre de vraiment optimiser, gagner en qualité de relations clients et en qualité de management. Et puis alors après, ce qu'on va regarder, c'est tout ce qui a trait à la santé connectée, au domicile connecté. Donc, pour le moment, on est plutôt dans une approche où on regarde ce qui se fait dans les startups de la Silver Eco et on essaie de plugger ça sur notre système et on fait des POC et des test and learn. Mais demain, le but, c'est qu'on soit, nous, effectivement, distributeurs de ce type de produits. Et la force, alors, on n'a pas, nous, une équipe de R&D, de chercheurs, mais en revanche, notre force, c'est qu'on a une connaissance de l'usage et du besoin assez fine. En fait, j'ai échangé tout à l'heure avec le président de Médicis, c'est les logiciels Augus et compagnie dans le médico-social. Ils viennent de se regrouper avec Hop. Voilà, c'est ça. Donc, il m'expliquait, en fait, je lui dis, quelles sont les prochaines étapes? Il me dit que qui sont en train d'arriver, c'est que les métiers, pour l'instant, sont plutôt j'allais dire, dans les sièges, dans les bureaux, physique, j'entends. La prochaine étape, c'est que les auxiliaires de vie soient entièrement connectés avec des smartphones, des logiciels entièrement intégrés au logiciel central, entre guillemets, je ne sais plus comment appeler ça. Ton avis là-dessus, c'est aussi en train d'être fait que les auxiliaires de vie soient entièrement connectés à votre logiciel? Oui, il a parfaitement raison. Hein, je partage. Je partage. Après, ma crainte, c'est qu'on s'oriente vers, en fait, une offre sur le secteur à double, voire à triple vitesse. Quand tu vois les projets Ma Santé 2022 et tout ce qui est prévu par l'Agence du numérique en santé, par le ministère de la Santé, le DUI, le DMP, les messageries santé sécurisées et qui vont toucher les ESMS, les établissements services médico-sociaux, tu te dis waouh, génial, c'est super et ça va dans le bon sens. Mais quand tu vas visiter des services d'aide à domicile locaux, indépendants, enfin c'est vilain ce que je veux dire, mais un peu vieillissant, que tu vois l'état de leur parc bureautique et informatique, tu te dis oula, la marche elle est un peu haute. Et donc, il y a quelques réseaux dont on fait sûrement partie qui vont réussir à prendre le wagon en marche. Et puis il y a tout un tas d'autres réseaux où on sera toujours dans 10 ans à la gomme, papier, crayon. Donc, le but, c'est qu'il y ait une amélioration globale, que Groupe Zephyr et Senior Company cherchent à tirer son épingle du jeu et à être en avance de phase sur ses concurrents, oui, mais avoir une offre à double vitesse avec la boutique complètement pas obsolète et puis l'autre à la pointe de la techno, je pense que là-dessus, les fédérations et les pouvoirs publics ont un rôle à jouer
faire en sorte que les SAD aient au moins des ordinateurs qui fonctionnent. Enfin, aujourd'hui, c'est le b.a.-ba, mais nous, on en a racheté pas mal depuis 5 ans des SAD indépendants. On te parle de smartphones, de techno connectés. T'en as à l'ordi, il met 10 minutes à s'allumer, quoi. Donc, à un moment donné, il faut aussi être, être réaliste. Hein. Faut d'abord équiper, donner les moyens aux SAD d'avoir des ordis, de financer des smartphones juste avec de la data à leurs aides domicile. Et après, on pourra aller vers ce schéma-là et auquel j'adhère. Hein. Dans la même logique, en fait, dans les différentes interviews que je suis en train de faire pour le grand entretien, il apparaît une donnée, moi, qui est assez évidente, mais je n'avais pas vu le niveau d'impact. C'est la data. C'est-à-dire qu'en fait, les téléassisteurs vont aller dans la data, dans l'analyse de la data. Les logiciels vont aller dans ce sens-là. Des acteurs des services à domicile vont aussi avoir beaucoup d'informations, mais il va falloir la traiter. Et peut-être qu'une marge d'escalier dans les prochaines années pour votre secteur d'activité, ça va être ceux qui seront capables d'analyser la data, enfin, quand je dis la data, les données qu'on remonte du terrain, puis croiser avec d'autres informations, et ceux qui n'en auront pas forcément les capacités. Si on compare dans la téléassistance, il risque de rester les téléassisteurs qui seront capables de faire ce métier-là ou de s'associer avec des boîtes qui seront capables d'analyser la data. Est-ce que toi, tu vois aussi ce phénomène, cet élément important dans le domicile? Pour les acteurs du Oui, domicile, j'entends. tout à fait. D'ailleurs, on avait déjà échangé, hein, Frédéric, Mm. au sujet de la data, et c'est un sujet qui te tient à cœur, et nous aussi. Ce qui est clair, c'est que la data en tant que telle n'a pas de valeur. Ce qui a de la valeur, c'est les Analyse. capacités d'analyse et de traitement. C'est ça, justement. La data pour la data, si on n'en fait rien, ça n'a strictement aucune valeur. Donc, aller vers cette vision de l'aide à domicile sentinelle connectée qui fait de la remontée de data, oui, ça entièrement d'accord, ça valorise les métiers. Mais derrière, effectivement, c'est qui analyse et traite la data, et c'est ça qui a qui a de la valeur. Et là-dessus, je pense il faut traiter les sujets de façon déontologique, mais non naïve également. On avait déjà parlé avec toi, Frédéric, et j'en ai discuté récemment avec Arnaud Duguet de Up Citizen. Si les Français et les Européens tergiversent trop, c'est les GAFA qui auront le dernier mot. Donc ce serait un petit peu dommage que, alors qu'on a les compétences technologiques en France, on tergiverse trop sur oui, l'exploitation de la data, il faut mettre des règles, et puis qu'au final, on se fasse tous bouffer. Tu connais un petit peu l'adage des entrepreneurs californiens. Euh, euh, ils préfèrent demander pardon que de demander la permission. Euh, C'est américain. bon, faut, faut qu'on mette de l'éthique, évidemment, tout le monde est d'accord. Il faut juste pas qu'on se fasse avoir. Pour ceux qui veulent poser des questions, vous pouvez écrire votre question dans les commentaires de la vidéo YouTube si vous le souhaitez. Le secteur, en fait, est-ce qu'il est en... Parce qu'en fait, là, tu as employé le mot rachat plusieurs fois. Est-ce que le secteur, il est en concentration? En fait, est-ce que oui, est-ce que les gros vont acheter les petits? Est-ce que les gros vont s'acheter entre gros? On en est où en 2021? Alors moi, j'ai le sentiment qu'il y a un phénomène d'accélération de la concentration du secteur. Euh, il y a eu, alors je parle pour les services à la personne, il y a eu dans les années 90-2000, voilà, quelques nouveaux entrants privés qui ont contribué à évangéliser le secteur. Tu as parlé de Fabrice Provin, de H2R Service, puis il y a eu ADAP, et puis alors, il y a eu la canicule de l'été 2003 qui avait fait 15 000 morts et qui avait du coup suscité quelques vocations. Mais la grosse vague de création d'entreprises, elle s'est faite après le plan Borloo, entre 2005 et 2010, et avec un surnombre de création d'entreprises sur le secteur. Et depuis 10 ans, le secteur s'est concentré, notamment le secteur privé.
L'offre associative s'est un petit peu rationalisée avec les structures les plus mal en point, y compris le bouillon. Et effectivement, le privé va poursuivre sa concentration et de façon oui, de façon accélérée. Hein. Donc, pour parler un peu trivialement, oui, les gros vont se bouffer entre eux, vont bouffer les moyens, qui vont bouffer les petits. Voilà. Donc, nous, on considère que dans le jeu proie ou prédateur, on préfère être prédateur. Donc, on se met en ordre de marche pour poursuivre la croissance externe et pour ne pas se faire racheter. Dans ce secteur où il y a beaucoup d'acteurs, de petits acteurs, être prédateur, c'est pour un groupe comme le tien, mais pas forcément, je ne parle pas forcément de trucs confidentiels. C'est le rachat un groupe comme le tien, c'est le rachat de combien de structures par an, par exemple? En fait, finalement, nous, on ne raisonne pas en nombre de rachats, parce que on peut racheter des petites structures, on peut racheter des plus grosses structures, donc on peut racheter des réseaux aussi qui vont être composés de plusieurs petites structures. Donc, on peut faire 10 rachats de structures à 1 million, ou on peut faire un seul rachat à 10 millions. Donc, c'est pas tant le nombre de rachats qui compte que le volume d'affaires qu'on récupère. Et en fait, l'enjeu, c'est d'arriver à peser suffisamment sur le secteur pour avoir son mot à dire. C'est surtout ça. Et le double enjeu, c'est de pas sacrifier la qualité et ses valeurs à la course à l'échalote et à la course à la taille. Donc, il faut grandir, mais bien. Donc, être sélectif sur ses acquisitions, faire attention aux divergences de culture d'entreprise. Donc ça, c'est quelque chose qu'on regarde aussi très attentivement, s'assurer qu'on soit compatible en termes de culture. Mais aujourd'hui, comme j'exprimais tout à l'heure, quand on fait 60 millions sur un marché comme le nôtre, on est trop petit pour vraiment avoir son mot à dire. Donc il faut être capable, et sur un secteur qui est fortement réglementé et dépend des pouvoirs publics, il faut être capable de se faire entendre. Donc si on veut vraiment révolutionner le marché, il faut arriver à peser suffisamment. Après, voilà, moi c'est dommage de devoir en arriver à ce genre de considération, parce que moi, je préfère la logique je vais encore faire une référence anglo-saxonne, mais je préfère la logique qui consiste à dire better be great than big. Voilà, enfin, nous on privilégie évidemment la qualité à la croissance. Mais si on veut renforcer nos modèles économiques, renforcer le modèle social, il faut être en mesure de négocier avec les pouvoirs publics. Et pour ça, il faut qu'on soit plus gros. Dernier sujet que je voulais aborder avec toi, les baby-boomers, l'arrivée des baby-boomers. Dans certains secteurs, on dit oh, les baby-boomers vont tout changer. Alors, les baby-boomers, c'est ceux qui ont entre officiellement 55 et 76 ans cette année. Ils vont arriver dans l'âge d'avoir besoin de tes services, pour certains d'entre eux. Certains disent voilà, les baby-boomers sont spécifiques, ils vont tout changer. Et puis d'autres disent bah non, ils vont vieillir comme les autres, ils vont utiliser les services comme les autres générations plus âgées. Est-ce que toi, tu vois des changements avec l'arrivée des baby-boomers déjà, ou c'est un peu trop tôt? On constate déjà des changements. Les modes de consommation, d'achat sont différents. Les ventes en ligne augmentent, notamment sur les zones urbaines CSP+. Donc déjà, les canaux de distribution sont en train d'évoluer. Et puis, par ailleurs, le niveau d'attente est pas le même. Donc, oui, on va avoir affaire à des utilisateurs alors,
y a pas un profil tu le sais mieux que moi. Tu as déjà fait plein d'études et de présentations sur ce sujet. Donc, il n'y a pas un profil de senior, mais une variété de profils de seniors. Donc déjà, ça complexifie la donne. Mais effectivement, le mode de consommation a déjà commencé à évoluer. Oui, c'est surtout sur les 10 prochaines années que ça va évoluer, parce que les baby boomers, qui est arrivé à l'âge de la retraite, n'est pas encore tout à fait l'âge de dépendance. Là, ils vont, depuis 2020, ils arrivent significativement en âge de dépendance. Tu crois qu'ils vont devenir plus exigeants? Alors déjà, je pense qu'en fait, certains disent qu'il faut séparer les baby boomers qui auront été aidants et qui, effectivement, eux, vont avoir une vision très claire de comment on organise les services, quels sont les services, enfin, très clair, plus clairs que les autres. Mais est-ce que, de manière générale, tu crois qu'ils vont être plus exigeants, en fait, Par exemple, on parle dans les EHPAD que les baby boomers seront plus exigeants dans les EHPAD. Moi, c'est un truc que moi, j'y crois pas, parce qu'on rentre dans les EHPAD quand on n'est plus vraiment enfin, plus en grande forme du tout. Donc, est-ce qu'à ce moment-là, quand on n'est plus en grande forme du tout, on est encore en capacité d'exiger quelque chose des EHPAD spécifiquement? Moi, là, je mets un doute. Par contre, vous, en fait, vous êtes un petit peu quand même, un petit peu, à mon avis, avant l'EHPAD, pour ceux, ou à côté, enfin, c'est pour qu'on vous voyez. Est-ce que tu penses que cette génération-là sera plus exigeante vis-à-vis de Oui, vous? oui, effectivement, les EHPAD, l'âge moyen d'entrée en EHPAD a fortement reculé, et effectivement, aujourd'hui, on entre en EHPAD de plus en plus âgé et de plus en plus dépendant. Donc, c'est différent. La problématique est différente. En revanche, pour le domicile, oui, nous, les bénéficiaires, les clients bénéficiaires restent chez nous plusieurs années, 4-5 ans. Euh, et ont, pour la plupart, leur libre arbitre, ne sont pas sous tutelle ou curatelle, donc ont vraiment toute leur capacité de décision, d'analyse, d'arbitrage, donc sont en mesure, effectivement, de nous faire part de leur satisfaction ou insatisfaction ou réclamation. Enfin, est-ce que tu peux présenter le Synerpa domicile? C'est peut-être faire un peu de pub, ou enfin présenter le syndicat. Oui, le Synerpa domicile, qui est l'un des syndicats de la confédération Synerpa, qui est l'une des plus représentatives en termes de fédération du grand âge et du handicap. Il y a aussi les EHPAD, les résidences services seniors et le domicile. Donc, le Synerpa domicile regroupe aujourd'hui 700 services de domicile pour 25 000 salariés, avec plusieurs groupes nationaux, comme Senior Compagnie, Groupe Zéphyr, mais aussi nos confrères de On est là, ou Domusvie, ou Adap, Domidom, Petit-Fils. La présidente dirige un service parisien qui s'appelle Logivité, qui est très dynamique sur le territoire parisien. Donc, c'est une fédération qui peut capitaliser sur son expérience en termes de structuration de secteur des établissements, et qui a aussi des capacités, des moyens qui sont assez conséquents. Et je me réjouis que on arrive, mieux que par le passé, à converger avec nos confrères de la FEDESAP et de la FESP, parce que le côté divisé pour mieux régner, c'est complètement stupide. Faut qu'on arrive à mener des actions interfédérales. Pour moi, c'est important. Je parlais de difficultés à se faire entendre, et de l'importance de la représentativité et du poids dans le secteur. Ce qui est vrai pour le groupe Zéphyr est aussi vrai pour le travail interfédéral. Une conclusion à l'émission. On arrive à pratiquement 1 heure. Donc, tu connais le concept de mes émissions, c'est l'invité qui bosse. Donc, une conclusion. C'est génial. Animateur, non, mais c'est un bon concept. Hein, un bon concept, tu fais travailler tes... Oui, je découvre le métier d'animateur dans le grand entretien. Tu sais que c'est l'invité qui choisit son sujet.
Et moi, je le suis, en fait. Donc, voilà. Donc, ouais, bref, pour rigoler, une conclusion à l'émission. Alors, une conclusion, je vais rester, positif et optimiste, fidèle à moi-même. Ce qui est quand même, en dépit de nos contraintes, de nos difficultés, ce qui est génial, c'est que à notre niveau, on contribue à changer le monde. On contribue à apporter un impact positif sur le système de santé, la qualité de la prise en charge des publics en perte d'autonomie ou qui ont des problématiques sociales ou sanitaires. Donc, si vous voulez contribuer à changer le monde et à apporter un début de réponse à la crise multifactorielle qu'on traverse depuis un an, euh, rejoignez-nous, rejoignez le mouvement Zéphyr. Ça donne du sens vraiment à notre engagement professionnel et on va changer le secteur pour pas les 2 prochaines années, mais les prochaines décennies. Donc on a vraiment plein de beaux projets. Donc c'est un super secteur complexe, difficile, humainement contraignant, mais qui est tellement riche et tellement plein de défis à relever que voilà, c'est des super opportunités à saisir. Super, merci, merci. Il y a Bernard Pérez, encore lui, c'est un fan, hein. Ah oui, Bernard, toujours. Je conseille très vivement de rentrer dans la franchise Senior Company. En vrai, c'est la meilleure pub de la soirée. Ah ben voilà, de toute façon, c'est ce qu'on dit toujours, hein. Il y a pas de meilleur publicitaire que nos franchisés. Moi, je suis là avec mes beaux discours, mes belles paroles, mais finalement, nos franchisés sont ceux qui parlent le mieux de notre enseigne. Et il rajoute, bon là, on ne va pas passer toute la soirée non plus, mais il rajoute véritable culture d'entreprise dans le domaine de l'aide à la personne. Voilà. Merci Bernard d'avoir participé. Super, merci beaucoup Bernard. Voilà. Donc, pour ceux qui nous suivent ce soir encore, demain, en fait, on reçoit, donc il y a encore deux grandes soirées. Demain, on reçoit Benjamin Misery, qui est le président directeur général des Seigneuriales, un acteur important des résidences services seniors. Et jeudi, c'est Christophe Berly, qui est cofondateur et directeur des opérations d'Ordissimo, et aussi de Merci Julie, Ordissimo étant un fabricant important d'ordinateurs et de tablettes simples d'utilisation. On va remercier notre invité, Nicolas Urtiger, je prononce correctement le G à la fin, cofondateur du groupe Zéphyr, Senior Compagnie. Merci beaucoup, Nicolas. Merci Frédéric, merci à toutes et à tous. Bonne soirée.